Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Profession Sophrologue. Vous l'avez peut-être compris, mon intention avec ce podcast est de vous parler de ce métier que j'adore et que je pratique depuis 20 ans maintenant, mais surtout de vous en parler de l'intérieur. Non seulement sur la base de mon expérience, mais aussi sur celle des personnes que j'accompagne ou des collègues avec lesquels j'échange régulièrement. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 choses qui m'agacent dans ce beau métier de sophrologue et je dirais même dans la Sophro-Galaxie, l'univers fabuleux des sophrologues de tous horizons. Alors cette proposition peut peut-être vous paraître un peu contre-intuitive dans la mesure où lorsqu'on pratique un métier dans le domaine du développement personnel ou du bien-être, on est censé être imperméable à toute contrariété ou toute émotion. On attend de nous que nous soyons des piliers de bienveillance, des modèles de zénitude. Eh bien, je vais vous faire d'ores et déjà une révélation. Les sophrologues sont exactement comme les autres, à savoir que nous avons la même vie quotidienne, avec éventuellement des enfants, un conjoint, un chien à promener, une voiture qui tombe en panne, des bouchons sur la route, des voisins bruyants et également des factures à payer et de nombreuses sources de stress. Donc ce qui vous agace nous agace nous aussi de la même manière. La seule différence, c'est que nous n'y faisons pas face de la même manière que monsieur et madame tout le monde, enfin en tout cas on essaye. Dans cet épisode, j'ai compilé quelques travers dans la pratique de ce métier en suggérant à chaque fois quand même des pistes ou des réflexions. L'important, c'est de rester positif. J'ai bien conscience que je vais en agacer plus d'un avec mes remarques. Je suis donc tout à fait ouverte à la discussion sur les sujets que je vais aborder aujourd'hui. Venez particulièrement discuter sur mon compte Instagram, @espace du calme. Il faut que je vous avoue aussi que j'ai choisi de me limiter à 5 sujets d'agacement, mais j'en avais initialement écrit davantage, donc je me réserve le droit de refaire plus tard un autre épisode sur ce thème, parce que sinon on est parti pour plusieurs heures. Allez, c'est parti. La première chose qui a le don de m'agacer, ce sont ce que j'appelle les guerres de chapelle. La sophrologie a été fondée par un médecin, neuropsychiatre et professeur de psychiatrie, donc le professeur Alfonso Caicedo, qui a donné son nom à la sophrologie dite caïcédienne, la seule, l'unique, la vraie pour les puristes. Le terme sophrologie, lui, est devenu un nom commun. Puis la sophrologie, elle a été introduite en France dans les années 1970 par des personnes qui ont beaucoup œuvré pour son développement. Et pendant tout ce temps, elle a évolué tout comme la société, et comme toute discipline vivante, elle a fait l'objet d'aménagements. D'ailleurs, Alfonso Caicedo lui-même définissait comme l'un des grands principes de la sophrologie le principe d'adaptabilité. Quand on regarde un peu l'histoire de la sophrologie, on constate qu'assez vite il s'est instauré un schisme entre les sophrologues caïcédiens et puis les autres. Un peu comme pour les courants de la psychanalyse, notamment en France, il y avait des chapelles âprement défendues. Mais j'ai l'impression que cette dichotomie, elle tend quand même à s'estomper avec le temps, notamment grâce à une position quand même plus apaisée, notamment des écoles. En revanche, on croise toujours dans ce métier des personnes qui ne peuvent s'empêcher de penser qu'elles détiennent la vérité absolue. C'est ce que j'appelle les ayatollahs des certitudes. Ce sont des sophrologues qui ont tendance à asséner leur manière de voir les choses, érigées en vérité, en vous expliquant que la pratique c'est comme ça et pas autrement. Alors on va lire ou entendre des choses comme « il faut absolument être debout »,« on peut s'asseoir mais en restant impérativement droit »,« il ne faut jamais mettre de musique parce que c'est péché », et puis si les gens ne pratiquent pas quotidiennement, il ne faut pas qu'ils se plaignent si les choses n'évoluent pas. Pour ma part, je vous propose de considérer que si la sophrologie est une discipline structurée, j'y reviendrai d'ailleurs dans le prochain épisode, elle est aussi une discipline vivante. On peut s'accorder la possibilité d'adapter nos pratiques à notre personnalité et surtout à nos clients.
Et sur ce premier point, je vous invite surtout, si vous êtes sophrologue, à ne pas venir grossir les rangs des dogmatiques, ni de ceux qui hurlent avec les loups en assénant aux autres des vérités, des certitudes ou des dogmes complètement figés. La deuxième chose qui peut m'énerver, c'est de penser qu'on est en concurrence. Alors il semblerait qu'il y ait 10 000 sophrologues en France. Il est donc inévitable que, quel que soit le lieu où l'on exerce ou le secteur de prédilection qu'on a choisi, d'autres sophrologues sont déjà présents pour exercer le même type d'activité. Alors peut-être le même type d'activité, mais certainement pas de la même manière. Je considère souvent que mes collègues ont leur approche du métier. Parfois nos approches sont complémentaires, et d'autres fois elles sont totalement différentes. Je ne suis pas naïve au point de penser que la confraternité ou la consororité ferait des sophrologues une communauté intrinsèquement altruiste ou désintéressée. Chacun de nous exerce pour gagner sa vie, c'est notre métier. En revanche, je m'efforce de garder une attitude ouverte, bienveillante et aussi dans le partage avec mes collègues toutes les fois où c'est possible. C'est dans cet esprit qu'avec Sophie Chabot, on a créé en 2022 le sommet virtuel de sophrologie. Le but était de donner la parole à des sophrologues rompus au métier, en fonction de leur domaine ou de leur spécialité et aussi de leur expertise. On voulait faire parler de la sophrologie et d'une manière très positive. Et quand on fait intervenir Marcella, Gaël Piton, Sabine Pernet ou bien Mathieu Viard, on ne se sent pas du tout en concurrence avec eux. Au contraire, on a plaisir à enrichir nos approches. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point dans l'épisode 5. Pour un client qui vient consulter, l'alliance thérapeutique, elle se noue avec le praticien qui lui convient, et j'imagine tout à fait que quelqu'un qui va consulter Marcella, par exemple, ne viendrait pas forcément me voir, et inversement. Et je me sens pas du tout en concurrence avec elle. Et en plus, je sais qu'elle se sent pas du tout en concurrence avec moi non plus. D'ailleurs, il m'arrive de temps en temps, sur des interventions ou des accompagnements, d'orienter mes clients vers des confrères ou des consoeurs. Et je le fais bien volontiers parce que j'estime à ce moment-là que leur approche est plus juste que la mienne et plus adaptée à mon interlocuteur. Sophie Chabot, par exemple, s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes acouphéniques. Je sais prendre en charge des personnes qui ont des acouphènes, mais je sais que Sophie le fait beaucoup mieux que moi, donc quand j'ai des demandes, j'ai plutôt tendance à orienter vers elle. Penser qu'on est en concurrence avec les sophrologues qui sont autour de nous, c'est une croyance limitante. Donc si c'est la vôtre, il faut incontestablement travailler là-dessus. C'est à chacun de cultiver ses particularités et de creuser son propre sillon. La troisième chose qui a le don de m'énerver, ce sont les thérapeutes multicartes et le folklore ésotérique. Je m'explique. Je vois parfois des personnes qui se présentent comme thérapeutes, alors il y aurait déjà beaucoup à dire sur ce terme, en expliquant qu'elles font de la sophrologie, de l'hypnose, de l'EFT, de la PNL, de la psychogénéalogie, du coaching, mais ça peut être aussi du Theta Healing ou du Human Design. Personnellement, je n'ai rien contre ces techniques prises individuellement, mais je suis toujours un peu circonspecte face à ce type de profil où on a l'impression que la personne, elle sait beaucoup de choses, mais elle ne s'est vraiment spécialisée dans rien. Et je me demande toujours comment ces praticiens gèrent leurs séances. Est-ce qu'ils changent de casquette, et d'ailleurs est-ce qu'ils changent de tarif en fonction de la solution qu'ils ont l'intention de proposer à leurs clients? Je mets dans cette troisième source d'agacement les personnes qui vont tenir un discours complètement ésotérique, basé sur des techniques que pour ma part j'estime douteuses, en utilisant, je ne sais pas, des pierres, des cristaux, en faisant appel au channeling ou en s'appuyant sur une forme de spiritualité ou de syncrétisme fait de guides ou autres anges gardiens. Pour moi, ce fatras ésotérique n'a rien à faire avec la sophrologie et ne participe pas à crédibiliser un métier qui a ses fondements, sa logique et sa technicité. Sophrologue est mon métier principal depuis 20 ans, même si j'utilise en complément et pour des indications précises l'hypnose et toujours à la demande de mes clients et pas comme un truc magique que je sortirais de sous une table. Si vous voulez professionnaliser votre pratique et puis éviter de passer pour quelqu'un de bizarre, je vous incite à choisir un métier que vous savez faire et que vous allez faire bien. Et demandez-vous tout simplement comment vous pourriez expliquer cette activité à un enfant de 8 ans. Demandez-vous aussi quel métier vous allez indiquer sur votre plaque ou sur votre carte de visite. Dans le même esprit, j'ai le souvenir d'un thérapeute que j'étais allée consulter parce qu'il se présentait comme ostéopathe, et quand je me suis retrouvée dans sa salle d'attente, j'ai été face à une douzaine de diplômes, dont certains rédigés dans une langue et même des caractères étrangers. Franchement, ça n'a pas aidé à installer une relation de confiance. J'ai eu l'impression de quelqu'un qui s'éparpillait et qui s'était lancé dans une espèce de course effrénée à la reconnaissance. De mon point de vue, je trouve qu'il est préférable de s'ancrer sur un métier que l'on connaît bien et que l'on pratique dans les règles de sa profession.
J'insiste à nouveau là-dessus et je reviendrai sur ce point dans ce que j'appelle les critères du professionnalisme dans un prochain épisode. La quatrième chose qui peut m'agacer, c'est le comportement des personnes qui demandent en permanence quoi faire sur les forums d'échange entre sophrologues. Je vous donne quelques exemples de demandes que j'ai pu lire par-ci par-là sur des groupes Facebook notamment. Alors, je dois intervenir dans une maison de retraite. Qu'est-ce que je peux faire ? J'accompagne un petit garçon de 8 ans qui fait de l'énurésie. Quelle technique proposeriez-vous ? Est-ce que vous auriez un terpnos logos pour quelqu'un qui fait des crises d'angoisse ? Une association sportive m'a demandé d'accompagner un groupe de jeunes compétiteurs. Pouvez-vous me donner des exemples de séances que vous faites avec ce type de public ? Comment dire ? Évidemment, ça interroge sur le contenu de certaines formations, sur la pédagogie qui a été employée et sur la manière dont un sophrologue en devenir s'est approprié ce qu'il a appris. Est-ce qu'il s'est donné le temps de pratiquer et de vivre lui-même les techniques ? Ça interroge aussi sur la peur de mal faire, mais aussi sur la volonté d'accompagner quelqu'un dans un domaine qu'on maîtrise mal, voire qu'on ne connaît pas du tout. Avouez que c'est un peu étrange comme manière de faire. Je comprends aussi qu'on puisse avoir besoin d'échanger avec des confrères ou des consoeurs sur un cas délicat. Mais là, souvent, on est dans la solution baguette magique. Et franchement, vous pensez que les autres vont faire le job à votre place ? Allez, un petit effort, franchement, les amis. Les gens qui me connaissent un peu sur les forums Facebook de sophrologues savent que je me retiens souvent de dire le fond de ma pensée. Et comme j'essaye d'être constructive, je fais la plupart du temps le même type de réponse. Donc je vais vous donner mon secret, ma baguette magique à moi. Prenez une feuille de papier et un crayon. Posez-vous dans un endroit tranquille. Allez, faites quelques respirations si vous vous sentez stressé. Relisez votre anamnèse ou relisez vos notes et puis réfléchissez. Réfléchissez. Au besoin, reprenez vos cours, relisez les indications des exercices et vous allez trouver par vous-même, comme un grand ou comme une grande, le protocole ou l'accompagnement qui vont correspondre à votre personnalité et surtout aux attentes et besoins de votre client selon l'anamnèse que vous avez faite avec lui. Et ça, ce sera vraiment plus authentique. Franchement, si vous faites juste, si vous êtes aligné avec vous-même, vous ne pouvez pas faire mal. Écoutez-vous, bossez. En résumé, sur ce quatrième point, travaillez et ça va bien se passer. Et enfin, la cinquième et dernière chose, en tout cas pour aujourd'hui, la cinquième et dernière chose qui peut m'agacer, c'est de penser que l'on peut garder nos clients car on sait tout faire. La sophrologie a des champs d'action déterminés, les exercices ont des indications précises, et cette discipline, elle appartient aux thérapies brèves, c'est-à-dire qui visent assez rapidement à une autonomie du client. On ne peut pas couvrir 100% des problématiques que nos clients nous rapportent. Ça n'est pas une discipline magique qui résout tout, juste en trouvant la bonne technique ou en répétant les pratiques. Souvent, il va être nécessaire d'orienter une personne vers un autre professionnel et accepter que notre accompagnement, il s'arrête là. Je suis assez effrayée de voir des sophrologues qui veulent absolument continuer à accompagner seuls des personnes fortement dépressives ou des gens qui relatent des idées noires ou des pensées suicidaires ou d'autres qui ont subi des violences ou des traumas ou des personnes qui arrivent en révélant qu'ils viennent d'avoir un diagnostic d'une maladie chronique. Non seulement c'est contraire à l'éthique, mais ces sophrologues qui pensent savoir tout faire, ils prennent des risques, d'abord avec eux-mêmes, notamment dans leur capacité à gérer des accompagnements aussi délicats, mais aussi bien évidemment avec leurs clients. S'il vous plaît, mettez des limites. Sachez poser vos limites là où vous voulez et où vous pouvez intervenir. Et puis, faites-vous votre réseau de professionnels de la psychothérapie, du soin ou même du social pour orienter vers eux ceux de vos clients pour lesquels vous ne pourrez faire qu'une partie du parcours. Savoir où est sa juste place, c'est vraiment une grande qualité. Voilà, j'espère avoir titillé votre esprit avec ces 5 choses qui m'agacent et puis je vous invite à venir partager ou en discuter avec moi sur le compte Instagram @espace du calme. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a inspiré et donné des idées concrètes pour avancer en confiance dans votre activité de sophrologue. Avant de nous quitter, j'ai une annonce juste pour vous. En janvier 2025, je lance un programme de workshop exclusif spécialement conçu pour vous, sophrologues, qui souhaitez énergiser votre métier. Avec ces ateliers pratiques, je vous transmettrai des outils concrets pour faire grandir vos compétences et votre activité, tout en restant aligné avec vos valeurs. En clair, découvrir tout ce qu'on n'apprend pas dans une école de sophrologie.
Les inscriptions ouvriront très bientôt, alors restez à l'écoute et suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. En attendant, prenez aussi soin de vous et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. À bientôt!